Commencer, bienvenue à tous à ce TechMaya consacré à DataDrift avec Lucas De Vries. C'est comme ça que ça se prononce? Oui. Je suis contente. Bonjour Lucas. Écoute, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de DataDrift. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Oui, enchanté, merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravi d'être parmi vous. Pour me présenter rapidement, moi j'ai un parcours plutôt en économie. J'ai commencé dans la finance et avant de rejoindre Libéo. Libéo, c'est une solution de gestion pour les TPE-PME pour gérer et payer leurs factures fournisseurs. Et j'ai bossé là-bas pendant 5 ans et j'étais notamment le VP Data là-bas pendant 3 ans, avant de monter DataDrift. D'accord, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta boîte, c'est ton bébé. Exactement. Oui. Non, je voulais faire un petit coucou avec Oui, Samy, qui est mon cofondateur et associé. Voilà, donc vous avez monté DataDrift ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de sa raison d'être? Oui, en fait, DataDrift, ça part d'un constat assez simple qui est dans les entreprises qui utilisent la donnée, les métriques, donc les KPI, sont souvent sous-estimés. On passe beaucoup de temps sur des dashboards, etc. Or, les métriques, c'est vraiment ce qui est utilisé par le consommateur de la donnée quand il va se connecter sur son outil de BI, par exemple. C'est des métriques qui vont être affichées. Et du coup, DataDrift, c'est quoi? C'est un outil pour aider les équipes data à construire et fournir des métriques fiables et qui soient auditables à leurs consommateurs data. D'accord. Du coup, moi, ça m'a un petit peu fait sourire le nom de DataDrift parce que le DataDrift en soi, c'est un sujet sur lequel personnellement j'ai été amenée à travailler et du coup, je voulais savoir si tu pouvais expliquer le choix d'avoir appelé ce projet DataDrift. Ouais, en fait, à la base, pour être transparent, c'était un peu le nom de code de notre projet. Et puis, finalement, de fil en aiguille, c'est resté. C'est vrai qu'en fait, le data drift, pour peut-être expliquer, c'est un concept à la base qui est appliqué en data science ou en machine learning. C'est, par exemple, quand on entraîne un modèle sur je sais pas, des camions rouges, et plusieurs années après, quand le modèle va avoir une voiture rouge, il y a de grandes chances qu'ils disent que ce soit un camion et pas une voiture. Et du coup, c'est ce delta qui se crée entre les données d'entraînement et les données réelles utilisées par le modèle. Et en fait, ce phénomène, ce drift, on le remarque aussi dans l'analytique. On appelle drift, en fait, un problème sur des données qui va venir changer a posteriori une métrique. Un cas d'usage, c'est tu es le directeur commercial d'une entreprise, tu te connectes sur ta BI pour regarder la performance sales du mois passé. Le lundi, tu vas voir que tu as peut-être fait 100 sales. Tu reviens quelques jours plus tard, en fait, ce sera plus 100, ce sera potentiellement 98 ou 102. Ça va avoir bougé a posteriori de quelques pourcents, et ça va générer pas mal de questions. C'est ça qu'on appelle le drift, et qu'on essaye de résoudre. Oui, forcément, il y a des incompréhensions. Et oui, c'est vrai que ça fait sens. Ça s'apparente aussi à du drift, donc je comprends mieux. Et du coup, tu tiens un blog aussi, en rapport avec DataDrift. Et dedans, tu as parlé du coup du fait que les organisations, elles conservent plusieurs sources of truth, de vérité, pour répondre aux besoins des équipes financières, des équipes analytiques. Ils n'ont pas les mêmes sources. Et pourquoi, selon toi, elles diffèrent autant dans leur stockage, parce que d'ailleurs, elles ne sont même pas stockées pareil, et dans leur interprétation, parce que c'est des métiers différents, mais c'est quoi ta vision sur cette situation? En fait, les équipes métiers, elles vont avoir différents besoins, du coup, différentes attentes sur la qualité de leurs données. Si tu es dans une équipe finance ou dans une équipe comptable, il faut que ça reboucle au centime près. Tu peux pas avoir des comptes comptables qui ne retombent pas à zéro. Il faut que ce soit extrêmement précis, etc. Exactement. À l'inverse, si tu fais de l'analytics sur ton produit ou sur ton site web, ce que tu vas surtout regarder, c'est les tendances et si tu peux constater des écarts dans tes chiffres à quelques potentiellement 5% près, ça va être fine. Et en fait, ces besoins différents, ils vont du coup conditionner comment tu vas stocker et utiliser ces données. Et en fait, la jeunesse de DataDrift, c'est ce constat qui est que les data warehouse ou les gros entrepôts de données, ils répondent très bien pour les besoins analytiques, où tu vas pouvoir gérer des gros volumes de données, analyser des trends, etc. Mais ils répondent beaucoup moins bien aux problèmes des équipes finance ou comptables, où là, tu vas avoir
ont besoin d'une précision extrême, d'être capable d'auditer tes données et de comprendre tous ces changements, etc. Et du coup, souvent ça crée une déduplication des sources de vérité. Tu vas avoir le système de production comptable ou finance qui va pas être dans le data warehouse et les besoins analytiques qui, eux, vont être dans le data warehouse. Et c'est un peu ça la vision derrière Datadrift, en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on aide les équipes data à transformer leur data warehouse en un outil qui réponde aux besoins potentiels, par exemple financiers ou comptables, qui ont un besoin de précision extrême et d'audit qui n'est pas le cas pour le reste des données analytiques. Bah oui, et puis oui, parce que justement, si on a des équipes qui ont besoin de données de manière extrêmement précise, ça va rien changer à la vie des personnes qui n'ont pas besoin de cette précision. Ils peuvent aussi s'en satisfaire. Et je trouve ça très important parce qu'on a quand même beaucoup de silos, surtout dans les grandes boîtes qui vont être concernées par ce genre de besoins, et d'incompréhension en fait entre les équipes, parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'équipes comptables, financières, qui doivent se sentir un peu exclues en fait de cette interprétation de la data, tout ça qui est très autour de l'analytics. Voilà, c'est bien de les intégrer et de vraiment rassembler tout le monde autour de la donnée. Donc, je pense que voilà. Et puis souris, je pense que j'ai répondu. Oui. Nous, on est très contents quand on a dans nos utilisateurs des retours très positifs des équipes finance aux comptables qui arrivent à retrouver leurs petits dans leur métrique que les équipes data leur fournissent. Ah ouais, c'est notre plus grande joie, je pense, pour l'instant. C'est génial, oui, parce que ça unifie, en fait, ça donne un sens. C'est super important. Moi, je pense que c'est marqué sur la bannière, mais c'est surtout mon truc, c'est le MLOps. Et c'est ça notre problème principal, c'est que les gens n'arrivent pas à se retrouver autour des outils. Et grâce à Datadrift, là, on a une porte d'entrée. C'est super. Est-ce que on pourrait parler un peu de la technique maintenant? Parce que du coup, je suis allée fouiller un peu dans le code et j'ai vu que pour votre outil, pour le back-end, on est sur du Go et pour le front-end, on est sur du TypeScript. Donc, de nos jours, il y a beaucoup de débats autour des langages qu'on utilise, surtout TypeScript vs JavaScript. Je voulais savoir si tu pouvais nous décrire comment le choix de ces technos a influencé le développement de Datadrift, s'il y a eu des trucs étonnants. Ouais, alors là, je vais parler pour Samy, du coup, qui est le binôme technique, et je pense ça va, donc j'ai essayé de pas dire de bêtises. Mais comme il le dit lui-même, tu vois, faire du TypeScript, maintenant, c'est un no-brainer. Plus personne fait du JavaScript en direct. Ouais. Donc pour la partie front, en tout cas, je pense qu'il n'y en avait pas trop de questions et TypeScript c'était un peu une évidence. Sur la partie plutôt afficher les datas, potentiellement faire des charts, on utilise plutôt React parce que c'est des librairies qui sont populaires dans la communauté, bien maintenues, et du coup pour les contributions open source à notre projet, ça facilite un peu, ça enlève les barrières à l'entrée. Et sur la partie back-end, en gros pour nos problématiques, donc gérer des volumes de données assez importants et beaucoup d'interactions avec des API pour pouvoir exposer ces données là où les équipes data en ont besoin, c'est globalement Go ou Rust. Oui. Et le choix s'est porté plutôt sur Go, parce que la courbe d'apprentissage est quand même moins pentue que pour Rust. Rust, c'est un peu une secte. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que le choix a été fait. J'espère que je résume bien, parce que Samy m'avait briefé avant ce coup. Écoute, moi, je comprends très bien ce que tu es en train d'expliquer. Donc, j'espère que pour nos auditeurs, ce sera le cas aussi, sinon on peut toujours poser des questions. Oui. Et d'ailleurs, tu as parlé des larges volumes de données. Est-ce que tu as pu observer en live comment Datadrift s'en sort? Comment est-ce que tu l'as testé? Parce que là, on est dans la big data. Donc là, vos technologies sont axées autour de ça, c'est très bien. Mais du coup, comment est-ce que tu t'en es sorti pour les tests? Vous en êtes sorti pour les tests? On a beaucoup itéré, sachant que dans les premiers cas d'usage qu'on traite bien, donc sur des données qui sont plutôt à destination des équipes finance, on n'est pas encore sur du big data. On gère avec une bonne performance, tu as des tables qui font plusieurs dizaines de millions de lignes, mais on fait pas du pétaoctet de data. D'ailleurs, je sais pas si tout le monde partage, mais il y a, ils ont, DuckDB, sur leur blog, tout un concept comme quoi Big Data était dead, que maintenant tu pouvais faire beaucoup de choses sur ton ordi. C'est tout leur paradigme avec DuckDB. Je sais pas si je partage entièrement, mais aujourd'hui on n'a pas encore des problématiques de
pétaoctets ou de gros volumes data. On se concentre sur des cas d'usage pour l'instant, du coup, plutôt à destination de la finance et où aujourd'hui, on arrive à gérer ces dizaines de millions de lignes. Oui, parce que ça dépend des organisations avec lesquelles vous travaillez en plus. Exactement. Et donc, tu as parlé de l'open source. Donc voilà, moi, je viens d'un milieu qui est très software engineering à la base, donc l'open source est très important pour moi. Comment est-ce que vous en êtes arrivé? Est-ce que c'était un choix basé sur des valeurs? Est-ce que comment vous êtes arrivé à choisir de faire de l'open source? Désolée, je te rajoute cette petite question comme ça, non, mais c'est top. On aime bien le côté être transparent et savoir ce qu'on fait, comment ça marche sous le capot. Donc ça, c'était important pour nous. En plus, on traite des données qui sont souvent sensibles. Du coup, ça permet en toute transparence de savoir ce qui se passe, etc. De pas être loqué entre guillemets chez nous si jamais les gens veulent utiliser autre chose, adapter aussi en fonction de leurs besoins, utiliser nos gros Lego entre guillemets et que chacun puisse l'adapter. Donc c'était vraiment un choix c'est naturel pour nous et assez important. D'accord, ok. Eh ben, écoute, super. Je suis contente de voir que l'open source continue à se développer dans ce genre d'initiative parce que je vois de plus en plus de solutions qui sont très propriétaires. Donc, Oui, ouais, à titre perso, ça m'a toujours fait marrer quand j'étais du coup de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, l'idée l'équipe data et que tu vois des vendeurs de produits donnés qui te bloquent où tu dois remplir 3 formulaires de démo pour avoir accès à essayer de jouer dans ton coin. Donc on s'est toujours promis qu'on ferait pas ça avec Datadrift. Ah oui, je suis d'accord. Et puis, enfin, on est vraiment là-dedans en ce moment. Depuis, j'ai envie de dire depuis ChatGPT, on est dans on est dans le futur, on est dans l'ère de la donnée, machin. Et oui, effectivement, on pourrait faire des choses formidables, mais il faudrait qu'on commence à partager un petit peu et à travailler ensemble. S'il y a des silos partout, on va jamais le vivre, l'ère du futur. Mais du coup, oui, très super initiative. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien ton avis sur le paysage de la data, qui est très dynamique. Comment est-ce que tu envisages l'évolution des rôles des équipes data dans les années à venir? Surtout, autour de ce que vous proposez avec Datadrift. C'est une question assez vague, assez large, mais j'aimerais bien ton avis là-dessus. Je vais essayer d'y répondre. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu dans mes expériences passées, je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe entre effectivement, tout le monde entend, lit, comprend que entre guillemets, la différence entre les boîtes performantes et les autres de demain, ça va jouer autour de la donnée pour améliorer ses opérations, pour prendre de meilleures décisions, pour développer des produits qui soient à plus forte valeur ajoutée ou ce type de problématique. Et en parallèle, les équipes data, elles sont souvent vues entre guillemets comme une fonction support. Tu vois, dans les cycles bas quand les boîtes sont en moins bonne santé, c'est souvent aussi les équipes qui sont impactées par cette partie-là. Donc je pense que c'est, tu vois, se concentrer sur les bases et fournir des données qui soient de bonne qualité, utilisables et dont les utilisateurs ont confiance. Et je pense que c'est pas en faisant 250 dashboards à ces équipes qu'on répond à ce besoin-là. C'est vraiment des choses simples. Et après, je pense que l'enjeu, c'est de monter sur des sujets qui sont en dehors ou connexes de l'analytics pure ou de la BI. Ça peut être, dans notre exemple, sur les sujets plus finance, où en fait le data warehouse peut répondre à un certain nombre d'enjeux des équipes finance. Mais on voit aussi, je pense, le même mouvement sur la partie plus commerciale ou go-to-market avec toutes les reverse ETL ou tous ces outils qui permettent d'actionner la donnée directement dans les outils métiers. Donc je pense que c'est ça un peu l'enjeu pour les équipes pour sortir de un peu ce côté IT. C'est avoir des bases solides mais qui soient simples. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire des trucs très compliqués. Et essayer de bouger sur ces sujets connexes et plus forte valeur ajoutée. Ouais, écoute, je pense que tu as très bien répondu à l'exercice, parce que c'était pas facile de répondre à cette question. Je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà, après moi, faisant partie de ces fameuses équipes data, j'imagine que toi aussi t'en viens. On a ce sentiment parfois d'être un petit peu un boulon en fait. Et c'est un boulon, ça peut être un boulon très très important, mais
ça te donne aussi l'impression qu'il y a certaines parties de la machine qui gagneraient à comprendre comment tu fonctionnes et qui n'ont pas les moyens, en fait, on leur donne pas les outils pour, que vous puissiez parler le même langage, quoi. Donc c'est super important ce genre d'initiative. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je te propose qu'on passe, un petit peu la parole, aux personnes qui nous regardent, si vous avez des questions. Comment voyez-vous, votre santé financière via ce projet open source? C'est une très bonne question. Ouais, Je te propose, c'est une bonne question. Bah, d'y répondre. je pense que il y a pas mal d'abus de langage entre guillemets autour de l'open source. Open Ouais. source, ça veut pas dire forcément gratuit. Il Mmh. y a tous ces modèles qui sont plus enfin, open core ou cette Ouais. typologie de problématiques. Aujourd'hui, on se concentre sur ces fondations qui permettent d'historiser ces métriques, de les auditer et de comprendre ce qui peut en être fait. Ça, c'est la partie open source qui est destinée aux équipes data. Dans Mmh. le futur, autour de ça, on s'attellera à développer des produits plus à destination des équipes métiers qui, eux, ont probablement un fonctionnement core. Mais aujourd'hui, on est au tout début du projet et je pense qu'il y a encore un peu tôt pour se poser ces questions-là. D'accord. OK, oui, non, parce qu'il y a des gens qui vont commencer justement par, bon, après c'est sûr que quand c'est un projet passion, tu as pas vraiment, ce truc qui arrive en premier, mais ouais, est-ce que c'est ouais. Oui. Mmh. OK, très bien. Alors est-ce qu'on a d'autres questions? Là, on est à la pause déj, hein, faut pas oublier. Heu, je vais attendre un peu. Tu as le droit de boire, Oui. moi aussi je vais boire un peu. Mmh. Oh. On a une nouvelle question, mais tu as c'est bon, tu as eu le temps de boire? Oui. Alors, prévoyez-vous d'intégrer des métriques plus orientées ML dans votre projet? Le nom s'y prête, c'est vrai que le nom s'y prête. Ouais, bah, en fait, aujourd'hui, le produit et la technologie est agnostique, en fait, à n'importe quelle typologie de métrique. Mmh. Je pense que la en tout cas, comment on voit les choses aujourd'hui c'est se poser la question de quelle métrique a besoin d'un fort niveau de qualité et d'audit si jamais il y a un sujet ou d'alerting si jamais on voit que cette métrique, n'est pas telle qu'elle devrait l'être. Donc en fait, ça s'applique à n'importe quelle, typologie de métrique. On a Mmh. déjà d'ailleurs des cas d'usage sur des métriques qui sont plus, proches du métier, type des taux de conversion ou, Mmh. cette problématique. En fait, c'est vraiment est-ce que c'est une métrique sur laquelle on veut un fort niveau de qualité, d'audit, de traçabilité, de compréhension si jamais elle bouge? Mmh. Donc je pense qu'il y a des métriques plutôt axées ML qui s'y prêtent totalement. Mmh. Oui, parce qu'on s'est dit que bon, là, on a surtout parlé du fait que Datadrift, se tourne aussi, vers, la finance, tout ça, des comptables qui sont pas forcément habitués à ce genre d'outils, mais à la base, ça marche totalement avec, des métriques machine learning. Oui. Voilà. OK. C'est ça. En fait, pour un peu enchaîner pendant que l'autre question arrive, c'est comment ça marche techniquement et je vous invite à aller voir notre repo GitHub pour voir aussi plus en détail. Mais en fait, c'est une ligne de code Python que vous installez dans votre pipeline data, un peu comme une sonde que vous allez poser à l'endroit où vous voulez comprendre sur ces certaines métriques, donc Mmh mh. typiquement sur les métriques de ML, à l'endroit où elles sont calculées, vous allez mettre cette petite sonde qui est une ligne de code Python et ça va commencer du coup à vous monitorer ces métriques-là et à vous aider à comprendre quand il y a un problème, d'où vient ce problème. C'est très sleek comme ils disent en anglais, j'ai l'impression qu'on parle d'un outil Apple, enfin d'un produit Apple. Tu mets une petite ligne et puis c'est bon. Ouais, non, c'est bien dit. J'ai essayé de pas trop faire de franglais, mais slick, Oui, ça alors là, résume bien. ouais. Écoute, c'est bien que tu te sois prêté à l'exercice parce que moi, j'essaye, hein, souvent et je n'y arrive pas. Je parle en franglais, Oui. c'est compliqué, hein. Je crois qu'on avait une autre question que je n'ai pas vue passer, heu, la précédente, hein, désolée, c'est les aléas du direct. Est-ce que votre projet pourrait se substituer à d'autres outils tagués Data Quality Monitoring? Ouais, alors aujourd'hui, en toute transparence, la réponse est non, on fait pas la même chose. Donc les outils de data quality,
ils vont être très forts pour vous aider à faire des tests entre guillemets statiques, s'assurer que vous n'avez pas de colonne nulle, que vous n'avez pas de duplicat, que vous avez des valeurs qui sont comprises entre X et Y dans vos colonnes qui sont censées être numériques, cette typologie de tests, et vous alerter si jamais ils ne remplissent pas vos critères. Donc en fait, c'est très déclaratif, c'est très bien pour tacler les problèmes qui sont connus entre guillemets d'avance, mais et là je vais arriver avec mon franglais, ils sont beaucoup moins performants pour ce qu'on appelle les unknown. En fait, tout ce qu'on ne sait pas, c'est impossible d'écrire un test en amont pour essayer de l'anticiper. Et nous, c'est plutôt ici qu'on se positionne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en fait faire un test ou être alerté, c'est pas suffisant si jamais on n'a pas la capacité de facilement comprendre d'où vient le problème. Et quand je dis facilement, c'est littéralement instantanément, pas en faisant de l'archéologie en SQL pendant des heures pour comprendre d'où vient le problème. Et c'est plutôt là-dessus que nous, on va se positionner sur l'opérationnalisation de l'alerte quand une métrique n'est pas de bonne qualité. Merci pour la réponse. Je sens qu'on a une autre question qui va être un peu longue, mais qui du coup va être intéressante, je pense. Comment vous souhaitez faire évoluer l'outil dans le futur et dans quelle direction? Par exemple, est-ce que vous souhaitez intégrer une forme de monitoring des large language models, entre parenthèses, monitoring des prompts des utilisateurs et monitoring des réponses du LLM? C'est une excellente question. C'est un sujet chaud en plus. C'est un sujet très chaud qui apporte beaucoup de valeur quand on sait bien s'en servir et qui... Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que non, ça va pas être notre focus, en tout cas à court, moyen terme. Après, peut-être que l'avenir me prouvera que j'ai dit n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur des métriques métiers, entre guillemets. Après, si du coup il y a des métriques qui sont construites parce que votre business est axé autour du LLM, ça fonctionnera pareil. Mais aujourd'hui, c'est pas un de nos focus, non. Bah oui, je pense qu'en fait, ça, seul l'avenir nous le dira, mais moi personnellement, hein, juste dans ma pratique personnelle, je vois de plus en plus d'entreprises dont effectivement, ça devient la spécialité de travailler autour d'un LLM, de créer un wrapper et voilà, hein, qui sait, hein, Oui. peut-être dans le futur. Là, on a répondu à pas mal de questions. Est-ce qu'on en a d'autres? J'en profite pour boire un petit peu de ma tisane. Mais ouais, là, c'est... Alors, vous expliquez qu'un des avantages du projet est d'aider à identifier la route cause d'un drift dans les données. Comment est-ce fait techniquement? Alors, je pense que ça, c'est une question à laquelle tu vas... C'est une excellente question. Oui. En fait, ça va dépendre de votre stack Ouais. et de comment vous modélisez ou transformez vos données pour arriver de la donnée brute à la métrique agrégée qui va être reportée à vos consommateurs. Pour faire très schématique, soit vous utilisez DBT, qui est un outil de transformation assez populaire. On connaît bien DBT. Que personnellement j'aime beaucoup. Ou ça, en fait, on a un package dédié à DBT et du coup, vous installez le package, vous taguez les modèles sur lesquels vous voulez utiliser Datadrift et ça marche automatiquement. Donc ça, c'est un peu la Rolls-Royce facile à installer. La clé en main. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas DBT, en fait, c'est du coup cette fameuse ligne Python, cette sonde qui du coup qui prend vos données. Donc typiquement, c'est quelque chose que vous allez mettre probablement dans votre Airflow ou dans votre scheduler qui va appeler cette librairie quand les métriques ou les modèles que vous voulez monitorer ont été mis à jour. Donc, par exemple, journalier si jamais vous avez un pipeline journalier, pas journalier si jamais c'est pas journalier. Et en fait, à la fin de ce pipeline, vous appelez notre librairie et cette librairie va faire tout le travail d'historiser et vous alerter quand il y a des problèmes. Alors, je vais utiliser un terme qu'on utilise souvent plutôt dans le milieu médical, mais il me semble que c'est quand même très peu invasif. C'est pas mal. Oui.
Oui, et tu vois, il y a cette partie-là et je l'ai pas dit aussi, mais c'est 100% du coup self-hostable. Vous pouvez le mettre directement, dans votre infra. Nous, on ne stocke et on n'a jamais accès à ces données-là. Mmh. Donc c'est aussi, important de le préciser parce que parfois c'est des questions. Ah oui, oui et puis j'imagine que c'est super important, concernant, le fait que votre, on va dire, les personnes avec lesquelles vous allez travailler en principal, ça va être surtout, des entreprises qui travaillent autour de la finance, tout ça. Donc ouais, la confiance est très importante. Je crois qu'on a une autre question. Vous présentez Datadrift comme un metric store auditable. C'est bien C'est résumé. vrai. Est-ce que cela veut dire qu'il faut envisager de créer une base de stockage spécifique pour rassembler ces métriques? Alors aujourd'hui, non. En fait, on est agnostique de où sont vos métriques, du coup, enfin, pour reprendre pareil la dichotomie, si Mmh. c'est, enfin, DBT qui calcule vos métriques, c'est cette fameuse sonde, enfin package que vous installez. Si c'est, le pas DBT, c'est cette ligne de code Python que vous mettez et globalement cette ligne de code Python, enfin, ça prend des data frames, du coup, peu importe où votre donnée métrique est stockée. On est agnostique du data warehouse, même si c'est sur un Postgres ou peu importe. Vous n'avez Mmh. pas besoin d'avoir quelque chose de spécifique pour nous utiliser. Ce qu'on n'a pas encore, mais qui est parce que c'est pas mal demandé, c'est que parfois les métriques sont calculées directement dans l'outil de BI. Enfin, je pense à Looker Ouais. ou avec son LookML ou cette partie-là. Pareil, ça marche de la même manière. Donc aujourd'hui, pas besoin d'avoir un stockage dédié aux métriques, pour les métriques. Ouais. Oui, je reste sur mon terme de slick, mais c'est enfin, c'est agréable de voir un outil qui est vraiment, dédié pour une fois, qui fait de la da qui fait techniquement, qui fait de la data, mais qui n'est pas dédié au personnel data, on va dire, et qui reste quand même extrêmement clair, extrêmement accessible. Parce que souvent, quand on a des solutions qui sont dédiées, plus au métier, c'est des choses assez archéologiques. Donc je suis contente de voir un outil qui soit aussi, comment dire? Qui ait une empreinte, qui a un pédigré, qui soit tellement de data, mais qui va pouvoir être accessible aussi, à tout un tas d'autres corps de métier. Moi je suis juste contente parce que je suis confrontée tous les jours à des aberrations et donc quand quelqu'un me parle de son produit et que ce produit est juste exactement ce qu'il faut, j'ai plus grand chose à dire. C'est juste: «C'est bien, c'est super, est-ce qu'on peut en avoir plus s'il vous plaît?» Ouais. On a une autre question. Quelles sont les features qui vous sont le plus demandées actuellement? Tu as commencé à en parler un petit peu là. Est-ce que, tu peux, élaborer un peu? Ouais, c'est, pour, reprendre un peu ce que tu viens de dire, c'est aujourd'hui, en toute transparence, je pense que de bout en bout, ça doit mettre, peut-être, entre 30 minutes et 1 heure, à installer. Ouais. On pense qu'on peut faire encore mieux, Mmh. et réduire encore ce temps. Donc c'est toutes ces features ou ces fonctionnalités, pour tester notre produit facilement, pour, que ce soit encore plus simple et agréable dans cette dev experience Ouais. à implémenter. Donc on se concentre beaucoup là-dessus Mmh. et après, ça va être sur la face, émergée, de l'iceberg. C'est, les API à destination, des équipes métiers ou des équipes data en fonction de leurs besoins, Mmh. qui vont permettre d'actionner encore plus ces métriques, auditables pour des différents cas d'usage. Aujourd'hui, on est très axé sur les problématiques qui viennent de la donnée elle-même, mais Mmh. il y a tout un pan de problématiques qui vient plutôt de comment on modélise, sa donnée. Si par exemple un Ouais. jour on change une définition ou pour reprendre on met un nouveau modèle en prod et qu'on veut comparer les performances avec Oui. la version d'avant Mmh. et la version actuelle, ça c'est quelque chose qu'on n'adresse pas encore bien, c'est manuel et du coup ça va faire partie des développements des prochains mois. Mais voilà aujourd'hui sur quoi on se concentre. Mmh. Donc on va dire streamliner encore plus, le processus d'installation, de Mmh. déploiement, d'utilisation et puis aussi, augmenter au maximum la compatibilité avec tous les outils qui puissent être utilisés, par les différents métiers, Exactement ouais. et notre côté très pragmatique et personne qui aime bien faire du produit, c'est
ça, c'est ce qu'on pense faire aujourd'hui, mais ce qui nous aide le plus, et c'est comme ça qu'on approche un peu ce problème-là, c'est on a des design partners, des gens des sociétés qui nous utilisent en prod tous les jours et qui nous font leur retour et qui nous demandent un peu, avec qui on co-construit C'est bien ça. ce produit. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire ça, on est ravis d'en avoir plus. Mais c'est comme ça qu'on aborde un peu la construction de notre produit, c'est les retours utilisateurs, faire quelque chose qui soit utile, utilisé et agréable par nos utilisateurs, et c'est ça qui nous drive au quotidien. Ouais, partage et collaboration. On voit que vous venez déjà de ces métiers, de tout ça, de toutes les personnes avec qui vous avez envie de travailler, parce que vous comprenez, vous avez à cœur leurs problématiques. Vous venez pas d'un vacuum dans un univers que vous connaissez pas, et c'est souvent avec ce genre de produit qu'on se rend compte que ça fonctionne bien, parce que les gens parlent le même langage, on se comprend, ou alors on peut apprendre à se comprendre. Et je trouve ça super de développer le produit en collaboration avec les personnes qui l'utilisent. C'est-à-dire, bien sûr, avec l'open source, c'est quelque chose qui est intentionnel, mais vraiment aller vers les gens comme ça, de cette manière, c'est très important. On se rend compte qu'on a rarement la bonne réponse dans notre coin. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est pour ça, hein, le pair programming et le mob programming, c'est la même chose. On a une autre question. Combien d'utilisateurs avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, sur ces fameux design partners, on a une dizaine qui nous utilisent quotidiennement en production et qui sont contents de notre produit. Super, super. Ouais, mais du coup, ça fait autant de groupes de partenaires avec qui collaborer pour développer le produit. Exactement. Ça, c'est chouette. Et bah, disons que ça fait déjà 1/2 heure qu'on est là. Waouh! On a eu pas mal de questions. Est-ce qu'on en a encore qui restent? Voilà, je pense que c'est le moment de poser vos dernières questions, parce que là, on parle. Alors, on a une dernière question, ou une avant-dernière question, je ne sais pas. Dans le futur, envisagez-vous d'étendre Datadrift à de nouveaux cas d'usage? Je pense que, de ce que j'ai compris, oui, et Oui, vous en avez déjà dans plein de le... cas d'usage. Nous, on en a en tête, mais pour reprendre un peu ce que je disais, c'est les meilleurs cas d'usage, c'est ceux qui nous sont demandés par nos utilisateurs et nos prospects. Oui. Et même, tu vois, dans ces derniers mois, il y en a qu'on n'anticipait pas et qui sont apparus. Oui. Donc là-dessus, on adore être surpris Ouais. par les nouveaux cas d'usage. Et du coup, je pense qu'il y en aura plein. Notre technologie, elle est agnostique, en fait, typologie de métrique, typologie de data, peut être utilisée sur un peu tout ce qu'on peut imaginer. Donc là-dessus, je pense qu'on sera surpris dans le futur et on sera ravis d'attaquer ces nouveaux cas d'usage. Oui, parce que du coup, vous pouvez être très souple grâce à ça. Oui. Et donc c'est ce que vous restez. Non, mais c'est très bien. On a une autre question. Quelle est votre policy en termes d'évolution? Est-ce que vous vous forcez à garantir la rétrocompatibilité, ou plutôt move fast and break things? On n'est pas les seuls à parler en franglais. Ouais. Non, aujourd'hui, je dirais que c'est move fast and break things, mais c'est parce qu'on est dans cette période encore d'itération et où on a besoin d'aller vite. Après, bien sûr que dans le futur, ce sera rétrocompatible. Samy prendra un grand plaisir à faire en sorte que ce sera rétrocompatible. On pense à toi, Samy, même si tu n'es pas parmi nous Oui. aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est super. Est-ce qu'il nous reste des questions? Sinon, je pense que on va que cette interview va toucher à sa fin. Je vous laisse 10 secondes pour poser une question. C'est l'ultimatum. Voilà. C'est bon, c'est Fort Boyard. Hop. Sinon, on va clore. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Et on a hâte de voir ce que Datadrift va donner dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va être là. We'll be watching. Du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Si jamais il reste des questions, je crois qu'il y a le lien de notre site internet. Allez voir du coup notre repository sur GitHub. Tout y est expliqué aussi. Et moi, je suis ravi sur LinkedIn de pouvoir continuer les discussions, répondre à vos questions. Et puis, moi, c'était la première fois que je faisais ça, donc j'espère que j'étais très content de le faire. J'espère que c'était pareil de l'autre côté. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah oui, moi je trouve que tu t'en es très bien sorti. Merci. J'aurais pas pu croire que c'était... Franchement, ça ne s'est pas vu. Hein. Donc ouais, non mais super. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis et merci pour vos questions. Et bien sûr, comme Lucas l'a indiqué,
toutes les autres questions que vous pourriez avoir, vous pouvez les lui envoyer, aller sur datadrift.io, découvrir un peu plus le projet par vous-même. Et voilà, bah, du coup, je vais vous laisser, aller continuer votre pause de midi ou votre projet ou que sais-je. Merci beaucoup d'avoir suivi, ce Tech Maya et on se retrouve au prochain.